Bon, bonjour à tous, merci de m'accueillir, merci à vous d'être là, merci aux sceptiques de m'avoir invité. Je ne vais pas vous parler du tout de l'archéologie ce soir, contrairement à ce qui est annoncé sur la fiche, parce que je ne suis pas archéologue, je ne suis pas partie d'un réseau d'experts, je suis prof d'histoire géo, dans un lycée, mais je m'intéresse à la pseudo-archéologie depuis longtemps. Donc je tiens le blog qui a été évoqué. Alors, dans une première partie, donc, je vais vous parler un petit peu de pseudo-archéologie, qu'est-ce que c'est. Je vous ai réuni ici quelques couvertures de revues et de livres plus ou moins récents sur la pseudo-archéologie. Vous remarquerez qu'il y a du vocabulaire qui revient très souvent. Interdit, censure, mystère, secret. Globalement, la pseudo-archéologie, c'est les gens qui vont s'intéresser à des choses qu'ils supposent cachées, tenues secrètes, par ce qu'ils appellent l'archéologie officielle. L'archéologie officielle, c'est l'archéologie scientifique. Donc ils vont s'intéresser à des sujets qui sont censés être cachés ou mal connus, en tout cas mal connus du grand public. Ils ne vont pas s'intéresser par exemple à l'Empire romain, mais à l'île de Pâques. Ils vont s'intéresser à des civilisations qui n'ont pas d'écriture, parce que c'est celles qui sont les moins bien connues. Donc je vais commencer par faire un petit tour des grands thèmes de la pseudo-archéologie. De quoi est-ce qu'on parle? Un thème très fréquent, c'est celui des zooparts. Alors les zooparts, out of place artifacts, ce sont des objets qui sont trouvés dans un contexte avec lequel il y a des accords, il y a un écart. Par exemple, imaginez qu'on trouve un téléphone portable dans une tombe gauloise, on se poserait des questions. Donc ces zooparts, c'est un des sujets principaux d'étude de la pseudo-archéologie. Alors, un petit exemple ici en haut à gauche, vous avez ce petit objet avec 4 trous qui est dans une vitrine du musée Pouchkine à Moscou et que beaucoup de pseudo-archéologues considèrent comme un artefact anormal en disant c'est soit un canon d'armes, soit un moule pour faire des munitions et c'est pas possible que ce soit égyptien. Alors le problème c'est que si on regardait un peu le reste de la vitrine, il verrait que c'est une vitrine consacrée aux cosmétiques égyptiens et que cet objet est tout simplement, comme ceux qui sont là, tout simplement un récipient à colle pour le maquillage. Souvent, donc, on a comme ça des objets que les gens trouvent anormaux parce qu'ils n'en comprennent pas la fonction. On a aussi des faux. Ce que vous avez là, c'est une pierre d'Ica. Ica, c'est une petite ville du Pérou où ont été trouvées des milliers de pierres gravées. Certaines sont authentiques, elles ont des dessins assez simples. Et puis il y en a toute une série qui ont des dessins assez extraordinaires, comme ici un homme en train de chevaucher un tricératops. Bon, c'est un petit peu surprenant. Alors en fait, on sait très bien que ces pierres sont des faux. Le faussaire, celui qui a commencé dans la fin des années 50, a avoué avoir fait des faux. Il a même montré les revues dont il s'était inspiré pour faire ses dessins. Mais malgré tout, ces pierres sont toujours tenues pour authentiques par pas mal de gens, qui les utilisent comme preuve de l'ancienneté d'une civilisation humaine beaucoup plus ancienne que ce que disent les scientifiques. D'autres exemples, c'est des objets tout à fait normaux, un marteau, une sorte de vase, mais trouvés dans des couches géologiques très très anciennes. Par exemple, le vase qui est à gauche, là tout en haut, a été trouvé aux États-Unis, au Massachusetts, dans une couche datant de 500 millions d'années. C'est un petit peu surprenant. Alors en fait, en cherchant un petit peu, j'ai un ami qui a bien étudié le sujet et qui a trouvé l'origine de ce vase. C'est tout simplement la base d'une pipe à eau, d'un hookah, fait avec une technique qui était pratiquée en Inde dans la ville de Bidar, à partir du XVIIIe siècle. Donc deux solutions, soit il y avait, il y a 500 millions d'années, une civilisation qui savait fabriquer ce genre d'objet avec une technique qui a été redécouverte en Inde au XVIIIe siècle, soit c'est un objet qui a été acheté en Inde ou ailleurs, amené aux États-Unis et perdu dans des gravats, puisque ça a été trouvé lors d'une explosion pour démolir des rochers. Donc voilà, je vous laisse deviner laquelle est la plus probable. Le marteau que vous voyez là, il a été présenté comme ayant été trouvé dans une couche du Crétacé. En fait, la roche qui entoure ce marteau, c'est simplement une concrétion.
c'est-à-dire du calcaire déposé par l'eau courante, qui peut déposer des couches assez rapides, comme les stalactites dans les grottes, qui peuvent pousser de dizaines de centimètres en un siècle, assez facilement. Donc le marteau lui-même n'est pas du tout fossilisé, c'est un marteau du XIXe siècle qui a été recouvert de ces concrétions. Dernier type de art art, des objets naturels, mais interprétés comme des objets artificiels. Les deux petites boules métalliques que vous voyez à l'extrême droite, en haut, elles ont un aspect technologique, mais c'est des petites concrétions d'hématite qui ont été trouvées dans une grotte, dans une mine d'argent en Afrique du Sud, donc qui ont cette forme tout à fait naturellement. Mais c'est vrai que ça évoque tellement un objet technologique que certains niveaux de comparaison avec les poids de la mort, par exemple, alors que ces petites billes font moins de 2 cm de diamètre, ces petites concrétions. Ici, certains voient des engrenages fossilisés dans des roches très anciennes. En fait, d'engrenages, il s'agit d'entroques, c'est-à-dire de fragments d'une tige de crinoïde, c'est-à-dire un lys de mer fossilisé, dont la tige s'est défaite pour donner ces petits anneaux que vous voyez, ces petits éléments qu'on troque. Donc c'est des fossiles tout à fait normaux. Donc à chaque fois, on a quand même une méconnaissance du public qui ne sait pas ce que c'est et qui interprète par la ressemblance, qui interprète ces objets comme des objets artificiels. Alors, deuxième grand thème des pseudo-archéologues, les trucs trop lourds. Des trucs beaucoup trop lourds pour que les civilisations anciennes aient pu les transporter. Certains disent même beaucoup trop lourds pour que nous puissions les transporter aujourd'hui. On entend régulièrement que cette pierre-là, on ne pourrait pas la transporter aujourd'hui. Alors effectivement, il y a des pierres impressionnantes. Celle-ci, donc, c'est au Liban, à Baalbek. Vous avez ici 3 grosses pierres, ce qu'on appelle des trinitons, sous le temple de Jupiter à Baalbek, dont chacune pèse 800 tonnes. Et puis dans la carrière, à 500 mètres de là, dans la carrière, il y a 2 pierres encore plus grosses, mais qui, elles, n'ont pas été transportées. Elles sont toujours attachées au sol, et elles dépassent les 1000 tonnes. Alors, donc l'argument des pseudo-archéologues, c'est de dire c'est impossible de transporter ça. Pour le Triléton de Baalbek, il y a un archéologue français qui s'appelle Jean-Pierre Adam, qui est archéologue et architecte spécialiste de l'architecture méditerranéenne, qui a écrit un article très détaillé là-dessus, où il explique comment on pourrait le transporter avec les moyens dont disposaient les Romains, puisque ça date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc on sait tout à fait comment ça pourrait être fait. Mais l'argument des pseudo-archéologues, ça va être... il dit qu'on pourrait faire comme ça, mais tant qu'il ne l'a pas fait, on n'y croit pas. C'est pas possible, on n'y croit pas. On est vraiment dans le refus d'accepter l'explication offerte par les archéologues. On va trouver la même chose ici à Sacsayhuaman, c'est à côté de Cusco, au Pérou. Donc tout un site culturel et militaire, cultuel et militaire, dont certains blocs font 150, 200 tonnes. Alors, on ne peut pas dire qu'on sache vraiment comment ils ont fait. Par exemple, la question de l'ajustement de ces blocs. Comment les ajuster entre eux pour que, avec ces formes curieuses, ils se touchent vraiment partout. Il y a un ajustement qui est parfait. Là, on peut émettre des hypothèses. Par contre, on sait d'où ils viennent, on sait comment ils ont détaillé. L'archéologue Jean-Pierre Frotzen a beaucoup travaillé là-dessus. Il a reproduit la taille et le transport d'un bloc. Donc, il n'y a pas de mystère particulier. Donc, on est vraiment dans c'est trop lourd, j'y crois pas. J'y crois pas tant qu'on ne m'aura pas montré qu'on sait le faire. Alors, il y a aussi des trucs, pas trop lourds, mais trop précis. Alors, trop précis, je ne sais pas si vous voyez bien cette image. Ça, c'est un site qui est très à la mode en ce moment chez les pseudo-archéologues, c'est en Inde. Des grottes qui s'appellent les grottes de Barabar. C'est une série de grottes taillées dans le massif granitique et dont les murs de granit donc, sont polis de façon absolument extraordinaire. Il y a un poli merveilleux. Ces grottes elles datent du 3e siècle avant Jésus-Christ, l'Empire Mauryan. Donc il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'études sur la façon dont elles ont pu être faites, comment obtenir ce poli.
Par contre, ce qu'on a trouvé, c'est une des grottes inachevées où on peut reconstituer toutes les étapes du travail, depuis le dégrossissage sur le plafond jusqu'à l'obtention d'une façade à peu près régulière, puis le polissage. Donc à partir de là, on sait que ça a été fait par des hommes et que ça a été fait en utilisant des méthodes traditionnelles du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Là encore, les pseudo-archéologues refusent cette explication en disant non, mais cette grotte-là, c'est ce que dit Patrick Brouillard dans son dernier film, cette grotte, en fait, c'est une imitation que les hommes ont tenté de faire de quelque chose qui existait depuis beaucoup plus longtemps et qu'on ne sait plus reproduire. Donc ils interprètent ça comme une imitation. Alors, trop précis également, les maths. Des maths hyper précises. Donc en gros, l'idée, c'est on prend un bâtiment, on triture ses dimensions dans tous les sens, jusqu'à ce qu'on trouve des égalitaires marquables, des choses absolument extraordinaires. Alors, le bâtiment qui a fait l'objet du plus de calculs de ce type-là, c'est la Grande Pyramide, la pyramide de Khéops. Il y a des centaines ou un mot d'ouvrage sur les mathématiques de la pyramide de Khéops. Alors, un petit exemple ici, en haut, je mets un premier calcul. Un gars qui prend, il additionne la hauteur et le côté de la pyramide. Il trouve une valeur en hectomètres, 3,7699. Ensuite, il fait le rapport entre l'apothème et le cercle inscrit, et il trouve un rapport de 3,700, etc. Il trouve le même chiffre. Il compare les mètres avec un rapport, donc un chiffre sans unité. Déjà, mathématiquement, ça ne tient pas trop la route, et puis surtout, pour arriver à cette égalité parfaite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fixé les valeurs au millimètre près des côtés, des hauteurs et des cercles, peut-être un peu plus même, parce que pour les cercles, on est au 10 millième de coudée, donc la coudée faisant à peu près 52 cm. Donc il a choisi des valeurs d'une précision extraordinaire qui lui permettent d'obtenir ce résultat extraordinaire. Donc en fait, avec le résultat qu'il voulait obtenir, il a choisi les valeurs qui l'intéressaient. Le deuxième, là, n'a pas pris les mêmes valeurs. Par exemple, la valeur de la hauteur, ici c'est 146,66 quelque chose, alors que là c'était 146,60. On peut donner raison à aucun des deux, puisqu'on ne connaît pas la hauteur des pyramides. Il manque les dernières assises, donc on peut estimer cette hauteur, mais pas au millimètre près. Donc il a pris des valeurs différentes, parce que c'est les valeurs qui lui permettent d'obtenir pi, phi, le mètre, toutes sortes de choses. Et son calcul le plus extraordinaire, c'est celui-ci. Il soustrait le cercle inscrit du cercle circonscrit, le grand cercle moins le petit cercle. Il trouve une valeur au micromètre, 299 mètres, 792, 458. Miracle, c'est la valeur de la vitesse de la lumière. Sauf que la vitesse de la lumière, d'une part, c'est des microsecondes, et que d'autre part, je ne comprends absolument pas comment il peut trouver des valeurs en micromètres. Il trouve même une fourchette de valeurs, dont la valeur la plus basse est la vitesse de la lumière, et la valeur la plus haute, c'est la latitude de la pyramide. Donc on a une égalité entre des mètres par seconde, des degrés décimaux. Bon, clairement, là, la précision, elle existe, mais la précision, elle est uniquement dans les calculs. Elle n'est pas dans la pyramide. Elle est dans la valeur, les valeurs qui ont été choisies pour faire les calculs. D'accord? Alors, autre thème, c'est les similitudes. Les pseudo-archéologues font beaucoup de comparatisme. Un comparatisme un peu superficiel. On va comparer les formes uniquement, sans du tout s'occuper ni du contexte, ni des écarts de date, des distances. Et c'est comme ça qu'on va s'extasier sur le fait qu'une fibule mérovingienne a la même forme qu'un calendrier aztèque. Il appelle d'ailleurs le calendrier maya, alors que c'est la pierre du soleil aztèque. Bon, oui, encore ils ont la même forme, ils sont droits.
C'est forcément une civilisation planétaire. Même chose que deux civilisations à 3000 années d'écart et l'idée de mettre des linteaux de porte, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ou l'idée d'utiliser l'or pour représenter les rois ou les dieux, c'est aussi tout à fait extraordinaire. Alors, vous vous en doutez, il y a un domaine où ce comparatisme bat tous les records, c'est dans celui des pyramides. Alors, les pyramides, il y en a partout, sur tous les continents. Alors, il faut accepter d'appeler pyramides des choses qui n'ont pas la même forme, qui n'ont pas la même fonction, qui n'ont pas le même âge, bien sûr. Donc ici, on a les vraies pyramides, les pyramides d'Égypte, qui sont des tombeaux. On a des temples, Indonésie, Mexique. Les pyramides mexicaines ou indonésiennes sont en fait des temples. On a des tumulus en Chine, qui sont des tumulus de terre. Ce n'est pas des pyramides construites. Et on a même un musée du 19e siècle aux Canaries. Cette soi-disant pyramide des Canaries, on sait qu'elle n'existait pas au début du 19e siècle. Elle a été construite avec les pierres enlevées d'un champ pour dégager le champ, et on les a entassées. Il ne faut pas oublier quand même que si on veut entasser des pierres suffisamment haut, la forme la plus stable, c'est quand même la pyramide. On arrive, si on n'a pas les moyens, on n'a pas de béton armé, on n'a pas de choses comme ça, la forme qui passe le mieux, c'est les pyramides. Alors, voilà en gros les principaux thèmes. Vous voyez que deux idées ressortent. Première idée, il y a eu une civilisation planétaire qui a influencé toute la planète, dont on retrouve des traces un peu partout. Et deuxième idée, il y a eu une technologie antique, ancienne, supérieure à celle que les archéologues reconnaissent au peuple de l'Antiquité. Alors, pour expliquer tout ça, les archéologues émettent en gros deux hypothèses. Première hypothèse, une civilisation très ancienne, supérieure, qui a eu une influence sur une bonne partie de la Terre. Vous avez tous reconnu l'Atlantide. Alors, le mythe de l'Atlantide date de l'Antiquité, Platon, mais ce n'est qu'après la Renaissance, plutôt au XVIIe, qu'on a commencé à chercher l'Atlantide. C'est-à-dire à voir dans l'Atlantide autre chose qu'un mythe et à essayer d'en trouver la localisation. Je vous ai mis là une des premières localisations, c'est celle d'Athanasius Kircher, c'est en 1678, je crois, où il installe l'Atlantide en pleine Atlantique. Alors, après, il y a eu aussi, le nombre de livres écrits sur l'Atlantide sont en milliers, mais à l'origine de tout ça, je pense qu'il y a un auteur que peu de Français connaissent, alors qu'il est vraiment, je crois, le père de toute la pseudo-archéologie, c'est Ignatius Donnelly, qui est un Américain, un homme politique américain, qui a écrit en 1882 un livre appelé Atlantis, le monde antédiluvien, et qui est vraiment le premier, je crois, à ma connaissance, à faire le lien entre des sites sur tous les continents, en Amérique, en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, et à chercher une origine commune à ces sites, qui serait l'Atlantide. Il est aussi le premier à avoir décrit l'Atlantide comme une civilisation d'hommes supérieurs, blancs, toujours. Toutes les Atlantides sont peuplées de grands blonds, ça c'est assez classique, et c'est la suite de Donnelly. Et il est aussi le premier à avoir émis l'hypothèse d'une destruction par un déluge, par une inondation, mais provoquée par une comète. La chute d'une comète qui aurait provoqué un cataclysme général qui aurait effacé cette civilisation. Une idée qui a été reprise par beaucoup de gens après. Alors ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, je vais vous la présenter. Vous avez tous reconnu Tsoukalos, l'émission Anciens d'Alien. Donc c'est l'idée des anciens astronautes venus visiter la Terre et qui soit sont intervenus directement, par exemple en construisant les pyramides ou autres monuments, soit plus discrètement en influençant sur l'évolution de l'homme, soit par du génie génétique, soit par l'hybridation. C'est ainsi qu'on a la famille d'Akhenaton et Nefertiti ici, qui est représentée comme tous les personnages de cette époque-là, ce qu'on appelle l'époque amarnienne. Ils sont représentés donc avec des crânes un petit peu allongés et donc
des hybrides d'extraterrestres. Alors, rapidement, les deux représentants principaux de ces deux écoles de pensée pseudo-archéologique, aujourd'hui, Graham Hancock et Eric Anthony-Ken, hein, qui est l'inventeur de l'expression ancien astronaute, millionnaire, hein, qui fait de la vente de ses livres. Vous remarquerez que dans les deux cas, on mentionne les dieux, hein, l'empreinte des dieux, le chariot des dieux, parce qu'il y a l'idée que les religions actuelles sont une sorte de mythe créé à partir, par le souvenir de ces anciens astronautes. Alors, je ne m'étendrai pas sur les méthodes, vous en avez vu un petit aperçu là déjà. On part d'une idée, on cherche la validation, c'est pas le contraire, on ne parle pas des faits pour émettre une hypothèse, on compare de façon très superficielle, on ignore, souvent volontairement, ce que dit la recherche scientifique. Les idées pseudo-archéologiques n'évoluent pas, elles sont les mêmes, on a les mêmes idées aujourd'hui qu'au XIXe siècle. Il n'y a pas vraiment de nouvelles idées, alors que dans le même temps, l'archéologie, elle, a connu une véritable révolution dans les méthodes, dans les concepts, alors que la pseudo-archéologie, non. Ceux qui utilisent quelques connaissances scientifiques le font en faisant du cherry picking, c'est-à-dire je choisis ce qui va dans mon sens et j'abandonne le reste. On essaie d'imiter la science. On va faire semblant d'être scientifique, mais on ne respecte surtout pas les méthodes. La recherche d'une solution simple, unique, tous les mystères de la planète vont s'expliquer par les agents ou par les extraterrestres. Et puis une vision de l'archéologie qui est très datée, qui revient à l'archéologie du 19e, et qui malheureusement est aussi la vision de l'archéologie présentée dans la culture populaire. Indiana Jones, Lara Croft, tous les livres, tous les films, on montre l'archéologue et l'archéologie plus comme une chasse au trésor, une recherche d'artefacts. Et du coup, dans l'esprit de beaucoup de gens, l'archéologie, c'est ça. Et il y a des liens très, très importants, très directs, entre pseudo-archéologie et fiction. La fiction emprunte des thèmes, des idées à la pseudo-archéologie, le thème du tombeau alien par exemple dans Prometheus, et la pseudo-archéologie emprunte à la fiction sa façon de présenter les choses, mais aussi parfois, comme ici, ses thèmes, avec ici des photos de l'Égypte en 1923, sur lesquelles quelqu'un a photoshopé la porte des étoiles, ça arrive, hein, donc, et que certains prennent au sérieux. D'accord? Alors, tout ça c'est assez drôle, hein, c'est rigolo, mais il ne faut pas oublier que la pseudo-archéologie comme l'archéologie peuvent être utilisées pour véhiculer des idéologies, hein, des idées politiques, religieuses également. Alors évidemment, vous connaissez sans doute l'ANENERB, cet institut pour la mémoire ancestrale créé par INER, associé à l'ASS, et qui avait eu comme le but qui était fixé, c'était prouver la supériorité de la race nordique. Donc c'est bien des gens qui avaient une démarche pseudo-archéologique. Alors plus près de nous, c'est encore des choses très présentes. Par exemple, ici à gauche, vous avez ce qu'on appelle l'hypothèse solutréenne. C'est une hypothèse scientifique, hein, au départ, qui est basée sur la ressemblance entre les techniques de taille du silex, entre la culture de Clovis aux États-Unis, en Amérique du Nord, et les lames solutréennes en France, qui sont plus anciennes de 4000 ou 5000 ans, mais il y a des similitudes. Et donc certains ont avancé l'hypothèse qu'il y avait eu un peuplement de l'Amérique du Nord par l'Atlantique à partir de l'Europe. Ça a été réfuté scientifiquement, mais les suprématistes blancs américains se sont empressés de reprendre cette idée, de la développer, d'en faire un fondement de leur idéologie, parce que c'est la preuve que l'Amérique est une Amérique blanche, peuplée d'abord par des blancs, les Amérindiens ayant ensuite commis un génocide de ces blancs. Hein, donc on a une inversion. Oui, c'est terrible. Hein. On a aussi l'afrocentrisme. L'afrocentrisme, c'est un petit peu la même chose, mais avec l'Afrique. Ce sont des Africains qui ont découvert l'Amérique. Et parmi les preuves avancées, il y a ces têtes Olmec,
qui ont été décrites, à l'époque on utilisait ce type de vocabulaire comme négroïde, et donc ce sont des têtes africains en fait qui vont coloniser l'Amérique avant les Amérindiens, en tout cas qui ont été vénérés par les Amérindiens comme des dieux. Hein, donc là on est bien dans le politique. La religion, une partie des religieux utilisent aussi la pseudo-archéologie, en particulier les créationnistes. Les créationnistes américains, par exemple, adorent les pierres d'Ica, dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'elles prouvent la coexistence de l'homme et du dinosaure, donc la chronologie courte de la Bible. Hein, donc ces créationnistes sont très... Alors là, je vous ai mis un exemple, c'est l'Arche de Noé. Une jolie petite structure géologique en forme de bateau, dans le mont Ararat, c'est forcément l'Arche de Noé. Voilà, et puis pour terminer quand même, ce qui motive les producteurs de pseudo-archéologie, je ne parle pas du public, là, des gens qui produisent des livres, des films, c'est l'argent. C'est une bonne affaire. L'archéologie, si jamais il y a des archéologues dans la salle, donc on ne contredirait pas, c'est plus facile de vendre un livre de pseudo-archéologie qu'à vendre un livre d'archéologie. Ici, vous avez par exemple le centre créé par Van Daniken, celui des anciens astronautes. En Suisse, il a créé ce parc, l'Ufro-Park, qui est entièrement consacré à ces théories. Donc il y a des salles sur la mégalithe, des salles sur les animaux géants, des salles sur les extraterrestres. Il a vendu, Van Daniken, plus de 60 millions de livres. C'est énorme, il est multimillionnaire. Et puis pour finir, je vous ai mis un petit exemple récent en France de films concurrents, de groupes concurrents qui voulaient produire le même film sur les trucs pointus et leurs bâtisseurs. Ils ont fait un appel au public donc pour créer deux films sur les pyramides, un appel au financement public. Le premier a eu 210 000 € en quelques semaines et le deuxième 100 000 €. Donc voilà, ça c'est essayer de faire ce genre de, à part pour Notre-Dame, essayer de faire ce genre d'appel au public pour un sujet archéologique, ça ne passera pas. Hein, donc on a vraiment, voilà, ça rapporte beaucoup. On lève la main et je viens vers eux. Jean, merci beaucoup. Nous allons éclairer. Donc les gens qui ont des questions lèvent la main et se rapprochent de moi parce que j'ai un câble, donc je suis limité en distance. Première question. Sur les calculs de la pyramide, où le gars il a additionné le côté par la hauteur, je sais pas quoi, est-ce qu'il explique pourquoi il a choisi d'additionner telle et telle mesure et tel cercle et pas un autre? Non, jamais. Non, il n'y a jamais aucune justification à ces calculs. La justification, c'est le résultat. C'est parce qu'on obtient ce résultat-là qu'on fait ce calcul. Il n'y a jamais de justification ni mathématique ni archéologique. Bonsoir. Je voulais savoir, vu que vous êtes également prof d'histoire, Oui. est-ce que toutes ces hypothèses-là, théories, etc., on reçoit quand même un support de la part des jeunes, ou est-ce que c'est quelque chose qui se découvre après? Alors, je dirais que chez les ados, mes élèves ont entre 15 et 18 ans, hein. Donc chez les ados, relativement peu. Il y a toujours quelques élèves qui ont entendu parler de la révélation des pyramides ou des anciens aliens, mais ce n'est pas la majorité. Et j'ai l'impression que c'est plutôt après que se développe l'adhésion à ce type de théorie. Alors, je ne saurais pas l'expliquer, hein, mais c'est pas l'impression que j'ai, en tout cas dans mon lycée avec mes élèves. Ce n'est pas des idées qui leur paraissent. Oh, à la limite, ils en rigolent souvent. C'est plus. Oui, c'est rigolo, quoi. Hein, c'est très drôle. Hein. C'est de bonnes parties de rire avec la pseudo-archéologie. Hein. D'autres questions? On voit que Grimaud et Pouillard, avec sa secte atlantique et tout ça, ils attaquent pas mal les débunkers. Ils vous attaquent pas sur le site ou... Alors, ils ont deux. Alors, Grimaud, pour ceux qui ne connaissent pas, Grimaud c'est le truc du bas et Pouillard c'est celui du haut. Hein, c'est les deux. Ils font concurrence alors qu'ils étaient associés avant et qui se font aujourd'hui concurrence à qui fera le meilleur film sur la révélation des pyramides.
S'ils attaquent, Guimond très violemment, par des torrents d'insultes envers tous les débunkers, Pouillard de façon beaucoup plus habile, et puis il fait semblant d'ignorer. Bon, personnellement, il y en a, c'est pas mon vrai nom, hein, c'est un pseudo. Le plus grand nombre d'attaques que j'ai reçues, avec des menaces de mort, de viol, etc., c'est de la part de ce dont je vais parler après, c'est-à-dire des membres de la diaspora bosnienne. Sinon, de la part de pseudo-archéologues français, oui, j'ai eu quelques menaces judiciaires, demande de retrait d'articles, qui ne sont jamais allés plus loin. Je ne sais pas si c'était la question que vous posiez. Oui, parce que j'ai vu qu'il attaquait pas mal les autres, il les faisait démonétiser pour retirer des vidéos. Ah bah les gens qui font des vidéos, oui, il y en a plein qui ont eu des problèmes avec YouTube, ou Grimaud ou Bouillard, quand on fait une vidéo critique de débunkage en archéologie, on prend des extraits forcément, c'est la meilleure façon d'expliquer ce qui ne va pas, c'est de prendre un petit extrait pour l'analyser. Et ils ont systématiquement fait soit démonétiser, soit carrément retirer des vidéos qui les critiquent. Ils le font ça de façon assez systématique. Du coup, je pense très bien que sur votre site, vous les hébergez. Oui, c'est une façon de les maintenir accessibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non, c'est un peu bateau comme question, et c'est juste, du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans, à la base, en fait, voilà, dans ce que vous faites? C'est un peu très naturel comme question, parce que c'est lié à ce dont je vais parler en deuxième partie, donc je répondrai peut-être à ce moment-là. Réponse au prochain épisode. J'avais une question justement sur l'histoire. Aujourd'hui, avec les publications d'ouvrages, de livres qui peuvent facilement circuler, ces théories-là sont connues très largement. Est-ce qu'il y a des exemples de ces théories ou d'autres théories qui auraient été connues dans le passé, à la Renaissance ou à l'Empire romain, de théories complètement folles qui auraient circulé comme ça, sous le couvert de la science, pas du tout de la fiction, hein, du coup, mais de la personne qui prétendait avoir ces connaissances fausses? Sous l'Empire romain, non, parce que il y a des gens qui écrivent des récits imaginaires, mais c'est jamais présenté comme la réalité, c'est présenté comme de la fiction. Sous la Renaissance, c'est pareil, Alector ou Lecoq, par exemple, c'est de la fiction, c'est jamais affirmé comme étant... je pense que ça commence vraiment, j'ai évoqué Athanasius Kircher tout à l'heure, c'est déjà quelqu'un qui avait des théories sur l'Égypte assez surprenantes, mais en même temps, c'est une époque où on ne sait rien de l'Égypte. On ne sait pas lire les hiéroglyphes, on ne les connaît pas, on connaît les pyramides que par des descriptions de Moyen-Âge. Donc voilà, on laisse libre cours. Après, c'est vraiment à partir du 19e qu'il y a eu ce genre de théorie. Il y en a donc, il y a Blavatsky et la théosophie qui ont beaucoup contribué à véhiculer les idées de races supérieures, disparues, etc. Donc au début 20e plutôt. Je crois que ce qu'il y a de nouveau, les théories elles-mêmes ne sont pas nouvelles, elles étaient là au 19e, au 20e siècle, c'était vraiment nouveau, c'est la diffusion à très grande échelle. Bon, ceci dit, dans les années 60, par exemple, il y a un livre qui a eu un succès phénoménal, qui s'appelle Le Matin des magiciens, de Berger et Powell, qui faisait déjà une liste d'artefacts impossibles, de cartes à transporter, etc., qui s'est vendu, je ne sais pas, millions d'exemplaires. La revue Planète, qui était déjà une revue spécialisée sous l'archéologie, dans les années 60, c'était, je prends certains numéros, 400 000 exemplaires. Donc on avait déjà une diffusion relativement grand public. C'était ensuite pas mal retombé à la fin des années 70. La disparition des collections mystérieuses, tout ça, c'est 80, elles ont disparu, se sont arrêtées, et c'est un repris de plus belle il y a une dizaine d'années. Cette fois, à une échelle. Du coup, dernière question, tu avais une question, et puis pour tous les autres qui auront des questions, je vous inviterai à discuter avec Irna pendant la pause. Oui, question. Pourquoi les calculs? Est-ce qu'ils utilisent toujours les mètres comme unité ou est-ce qu'ils utilisent d'autres unités parfois? Les pieds Alors, les Anglais utilisent le pied, les Français utilisent le mètre, au XIXe siècle. Les premiers calculs sur les pyramides, c'est au XIXe siècle, les premiers calculs de ce type-là. Et le premier
j'ai plus son nom en tête, mais le premier qui a fait ça, c'était un Anglais qui cherchait à lutter contre l'introduction du mètre comme une mesure internationale, et donc pour ça il fallait prouver que la mesure ancestrale, la mesure divine, c'était le pied, et donc il a cherché le pied dans la pyramide, et il a trouvé quelque chose. Il a trouvé, de même que Griveaux, il cherchait le mètre, il a trouvé le pyramide. Donc non, ça dépend. Les Français, ils cherchent le mètre. Donc on va enchaîner sur une petite pause de 20 minutes. Bon, d'accord, mais très rapide. Oui, c'est très rapide. J'aime bien, en écho à une question qui t'a été posée, parler d'une anecdote au planétarium de Gouanvin, où en fait, ils accueillent souvent des jeunes qui sont notamment en échec scolaire ou des choses comme ça, et ils avaient essayé de commencer une activité avec eux en leur demandant si l'homme était allé sur la Lune ou je sais pas quoi. Et ils pensaient tomber sur des réactions complotistes. Et les gamins avaient dit non, mais en fait c'est des conneries, il faut aller voir telle chaîne sur YouTube et machin. Et finalement, l'information circule aussi auprès des jeunes. Alors, on ne peut peut-être pas généraliser, mais il y a des cas comme ça. Ils maîtrisent sûrement mieux Internet que beaucoup de gens, et je pense que c'est pas mal. Cette génération YouTube. Du coup, on va faire une pause. Reprise à 21h10 pétante. Donc, je vous invite à aller remplir vos verres. Et puis, si vous voulez venir discuter avec Yarna, levez-vous, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, nous, on va préparer la prochaine conférence pour bientôt. Merci.